Bonsoir. Au nom de l'organisme Passerelle, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième soirée qui s'inscrit dans le cadre du projet Les Mille et une soirées littéraires. Ce projet qui a pour objectif de promouvoir la littérature de la migrante, la littérature francophone en général, et aussi créer des échanges culturels entre les différentes communautés culturelles. Et cette soirée est organisée par Passerelle sur le thème écriture et transhumance. Nous accueillons la collectivité Mosaique littéraire. Nous remercions infiniment nos partenaires, M. Makakoto et Diversité artistique Montréal, et ainsi que le Centre africain. Je remercie infiniment tous les auteurs qui nous accompagnent, M. de Chaibi, M. Hajouji, puis M. Calvé, M. Khalid Mazal. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être présents parmi nous ce soir. Je pense qu'il reste encore des gens, mais on va commencer, on s'excuse. Il y a toujours un petit 5-10 minutes au début. Alors, au nom de l'organisme Passerelle, nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue dans cette deuxième soirée. La première soirée était en janvier, le 23 janvier, à la Maison des Écrivains du Nez, que nous avons donc inauguré avec plusieurs officiels de la culture. C'est Mille et une soirées littéraires dont le but c'est de faire une soirée par mois auprès d'une communauté culturelle. Et donc là, on est la deuxième soirée à Centrafrica et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le collectif Mosaique littéraire à travers Papi Maurice Mbouiti et Marie-Louise Mbu. Et donc normalement, on doit attendre féliciter, donc qui devait être avec nous, mais de toute façon, on a eu une communication d'elle ce matin comme quoi elle ne pourrait pas être là à cause de soucis de santé, mais on s'entend que dans cette période hivernale, les soucis de santé ne manquent pas. Donc on espère qu'elle soit là, mais sinon, donc, ça serait une prochaine fois. Très bien. Alors moi aussi, je ne manquerai pas de remercier tous les partenaires qui nous soutiennent jusqu'à date. Donc je vais commencer par M. Makakoto, qui ne pouvait être là, mais qui nous accueillait avec une belle générosité de cœur et avec un très grand sens de l'humour, parce que M. Makakoto n'est pas justement un député, mais c'est un homme de théâtre et de cinéma, et qui nous a accueillis admirablement. Merci à Dame Diversité Artistique Montréal, Jérôme Pruneau, qui est notre éternel accompagnateur et ami. Merci à Hamid Fensa du portail Canada Junior, qui est toujours là pour nous soutenir et qui fait des choses extraordinaires. Et donc, voilà. Alors, ce soir, nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous l'artiste Balafon, qu'on va découvrir pour la première fois, Adam Adawo, qu'on va présenter, qui va ponctuer cette rencontre par quelques notes de Balafon. Donc, la présence d'écrivains néo-québécois ici, elle date des années 80, et parmi les premiers précurseurs de cette littérature de la francophonie, c'est Robert Berouet-Oriol qui a institué donc, le mot migrance, littérature de la migrance. Et donc, à travers ça, il y avait eu plusieurs recherches, plusieurs auteurs donc, qui se sont imposés au Québec à travers des écrits donc, qui figurent dans le corpus québécois. Donc, cette soirée, nous allons parler d'un concept qui est assez innovateur. Et nous avons eu le plaisir dernièrement de rencontrer un monsieur à travers le virtuel. Il faut dire que les aléas du virtuel sont extraordinaires. Monsieur Karam Sidney, auquel on pense ce soir, avec lequel on a eu un échange très important, très intéressant sur le concept de la bibliothèque sociale. Et nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous ce soir la championne du monde du taekwondo, et championne olympique et plusieurs fois médaillée, en la personne de Marlène Arnois, qui nous a fait le plaisir d'être ici. Et donc, à travers Marlène Arnois, nous allons donc non seulement parler de concept social, mais nous allons aussi, donc, à travers elle, parler de ce don, qui est un don de livres, donc divers livres de littérature jeunesse, littérature d'adulte, donc offert à la bibliothèque de Treichville, en Côte d'Ivoire, et donc mandaté par notre ami Karam Sidney. Donc il y a plusieurs livres ici, des livres de littérature et jeunesse. Et je tiens à remercier spécialement parce que nous, dans le fond, au sein de l'organisme, on a fait une petite levée de fonds. On va appeler ça une levée de fonds livresque, si le mot convient. Et
on a eu une belle réponse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées. Je vais commencer par les remercier un par un, si vous permettez. Je vais commencer par notre administrateur de la communication qui a commencé au début. Madame, d'abord. Oui, il faut l'applaudir, bien sûr. Bien sûr qu'il faut l'applaudir, j'allais lui passer la parole. Parfait, alors remercier Mohamed Sadri, et puis remercier aussi notre ami Tawfiq Chraili, qui a fait aussi un don de livre. Remercier notre ami Selma Al-Ghrabi, dont on attend l'arrivée d'une minute à l'autre. Notre ami Mustafa Ben Fares, qui a répondu à l'appel avec beaucoup de générosité, et qui va être là dans les minutes qui viennent. Et donc voilà, et puis il y a aussi des amis qui nous ont contactés, qui ont toujours l'intention donc de faire des dons. J'imagine qu'on va communiquer après pour ça. Donc avant de passer officiellement la parole à Marlène Arnois, si vous le voulez bien, je vais demander à notre ami Khalid Fenseb de dire un mot concernant cette littérature de jeunesse où vous avez voulu donc vous exprimer tout à l'heure. Je vais vous laisser quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Je suis immensément ravi d'être parmi vous ce soir. J'ai l'honneur d'être parmi des personnes qui ont à cœur la transmission du savoir et du savoir-faire envers les jeunes et les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On ouvre nos cœurs à des jeunes et on leur donne la possibilité de s'exprimer. La possibilité d'oser partager avec nous leur point de vue, leurs rêves et leur façon de voir les choses. Certes, nous venons tous d'ici et d'ailleurs. Nous avons des histoires, des blagues, des poèmes, des choses à raconter. Nos enfants aussi. Mais a-t-on fait ce qu'il faut pour leur donner cette chance-là? De partager avec nous comment ils vivent cette transition-là. C'est toute une histoire. C'est toute une expérience de vie. On essaie, via notre portail canadajunior.ca, un très beau portail spécialement dédié aux enfants. Et pour la première fois, c'est un projet qui vient des enfants, conçu par les enfants et pour les enfants. On ne les juge pas, on les écoute et on laisse les enfants les comprendre. Parce que cette expérience d'immigrance, cette volonté de vouloir dire que j'existe par mes idées, cette volonté aussi de grandir avec d'autres enfants, on leur donne la chance de se connaître et se reconnaître via leur écrit. Imaginez un enfant qui vient ici, il a laissé ses amis, son quartier, ses enseignants, un arbre quelque part, un ballon, une belle fille, une amie quelque part. Je ne parle pas de moi. Nos parents, nos grands-pères, et on vient ici, et comme si on nous demande de faire le contour à zéro, d'oublier qui nous sommes, ce que nous sommes venus avec, et de commencer à nouveau, c'est une belle intégration. Non, on est fiers de ce qu'on est. On apporte une chaleur, une certaine touche qui fera bâtir une nouvelle société par nos différences, parce que de nos différences jaillit notre puissance. Donc, l'enfant était récepteur, il n'attendait qu'une expérience. Et j'ai constaté que je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui se battent pour que la voix de l'enfant ne soit pas étouffée, entendue. Nous, on est juste des intermédiaires entre le présent et le futur via ces enfants-là. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes avec qui je collabore, avec qui on passe des heures et des heures à penser, à s'ingénier pour que ce rêve soit réalité. Ce matin, j'ai eu une conversation avec notre ami qui m'a transmis un message à propos de sa bibliothèque sociale. Il m'a dit la chose suivante: Monsieur, c'est une belle expérience. C'est une personne dévouée qui donne un local et des livres venus du monde entier à des enfants. Je leur offre la possibilité d'un abri sécurisé pour qu'ils puissent apprendre et s'exprimer. C'est quelqu'un qui partage le rire
il invite les enfants là où il est, dans un environnement qui n'est pas digne des enfants, et qui nous transmet des messages forts pour que les enfants d'ici et d'ailleurs connaissent cette histoire, ces personnes-là, et en communiquent. Croyez-moi, ces enfants-là d'Afrique, ils nous ont transmis de très belles choses, des contes, des histoires, des poèmes. Je suis vraiment fier d'avoir été là, dans ces instants-là, pour ces enfants-là, parce que grâce à Internet et avec le peu de moyens qu'on a, on a pu mettre quelque chose, le sauvegarder pour le futur. Jamais, au grand jamais, ces histoires, ces rêves-là ne seront perdus. Je remercie toutes les personnes qui m'épaulent, qui travaillent dans le même sens pour que ces histoires-là soient partagées. Et je vous invite à découvrir en couleur, avec la joie, avec la fierté, avec l'espoir, les rêves de ces enfants-là, parce qu'ils nous rappellent de nous. Et aussi, on doit se rappeler qu'on a la mission de faire en sorte que ces rêves-là soient entendus. Et on doit faire en sorte aussi de sensibiliser nos enfants. Comme quoi, l'enfant est un tout. Je fais tout pour mes enfants, mais je veux que mes enfants connaissent qu'il y a un enfant qui souffre quelque part ailleurs. Et qu'il doit grandir avec l'idée que demain, c'est son frère qui est quelque part, il doit l'aider. C'est la société qu'on cherche. C'est la société que nous, on a de la misère à bâtir maintenant, mais on donnerait plus de chance à nos enfants de la réussir. Et je vous remercie. Elle a porté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Elle est désormais ambassadrice de diverses fondations afin de promouvoir les valeurs du sport, la culture et l'éducation au sein de la francophonie. Marlène Arnois contribue au développement du taekwondo et des bibliothèques sociales en Afrique de l'Ouest afin d'accompagner la jeunesse dans la réalisation de leurs rêves. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec moi Marlène Arnois. Bonsoir à tous. Donc, déjà, je vous remercie de m'accueillir ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de récupérer mes livres, c'est énorme. J'ai été présentée. Donc, juste pour mettre un peu le contexte, j'ai annoncé ma retraite sportive il y a quelques mois. Et à l'issue de mon parcours sportif, je trouvais que la suite logique, c'était que l'olympisme, ça incarne ces valeurs de solidarité, de partage, d'universalité. Et je trouvais que c'était bien de m'impliquer socialement et de découvrir au sein de la francophonie d'autres pays et d'autres projets. Donc, je suis partie au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour mener des actions caritatives et sociales. Et à Abidjan, j'ai fait la rencontre de Ciné Karams, qui développe des bibliothèques sociales. Et je trouve que c'était un super beau projet. Le concept, c'est une belle action pour la jeunesse parce que donc, ça a été créé en 2003, sans subvention. C'est vraiment autonome. Ça s'appelle le Roman Room à Trècheville, en banlieue d'Abidjan, dans une commune. Et ils ont reçu, ils sont à près de 6 000, un peu moins de 6 000 ouvrages. Ils ont 4 000 membres qui sont abonnés, les abonnements sont gratuits. Donc il y a plus de 4 000 jeunes qui visitent régulièrement la bibliothèque sociale. Et ils sont encadrés aussi pour préparer des concours par exemple. Il y a de l'aide aux devoirs, il y a de l'animation. Et ils organisent aussi des animations de contes, des animations littéraires. C'est très dynamique et c'est très important pour la jeunesse surtout. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je suis désolée, je n'ai pas très écouté mon intervention. Mais donc du coup, ces ouvrages vont être destinés à la bibliothèque sociale de Trècheville. Et à plus long terme, en fait, ce serait de développer le concept et de l'appliquer dans d'autres villes en Côte d'Ivoire et de l'exporter dans d'autres pays au sein de la francophonie. Donc vraiment de coordonner avec d'autres bénévoles et d'essayer de récupérer un maximum d'ouvrages justement pour alimenter ces bibliothèques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer notre débat littéraire avec nos invités, je vous propose et je vous suggère d'écouter, d'apprécier avec nous notre instrumentiste au balafon, Adama Daou. Je me permets de vous le présenter. Donc, Adama Daou est originaire de la ville de Mopti, à Mali. Il
Il a développé sa pratique des percussions africaines depuis l'enfance lorsqu'il participait à des cérémonies traditionnelles. Donc, adolescent, Adama a participé à un concours artistique régional et sélectionné pour intégrer le troupe de théâtre d'Anaya Action de Mopti, avec laquelle il jouera en 1997 au Festival Théâtre des Réalités à Bamako en tant que musicien et comédien. La même année, Adama entame des études d'art dramatique à l'Institut national des arts où il restera 3 ans. En parallèle, il contribue à plusieurs projets théâtraux avec la compagnie Acte 7 qui donne lieu à des représentations en France. En 2000, il s'installe en France pour continuer ses activités artistiques et en 2011, il s'installe à Montréal, toujours dans le cadre du cheminement des idées artistiques et musicales. Je vous prie d'applaudir avec moi Adama Daou pour une prestation artistique. Si vous voulez bien, nous allons donc commencer notre rencontre avec nos chers invités. Alors, le collectif Moziki littéraire, donc, je commence à vous présenter en commençant par la droite avec Marie-Louise Membou. Marie-Louise Membou, vous êtes résiliente
Militante pour les mots et les arts et les lettres, vous êtes reconnue en tant qu'agent de projet des femmes de Montréal pour vos compétences en animation auprès des jeunes femmes immigrantes et racisées d'horizons socioculturels diversifiés. Vous êtes détentrice d'un diplôme d'études supérieures en communication et journalisme. Vous avez un parcours artistique et des expériences professionnelles enrichissantes, tant en Afrique qu'en Europe, au Festival d'Avignon, Rencontre théâtrale internationale du Cameroun, Festival de francophonie en Limousin, et même à Montréal, Festival du Jamais Lu, dramaturgie en dialogue. Donc vous êtes écrivain dramaturge, membre du Centre des auteurs dramatiques du Québec. Vous avez participé aux événements montréalais Nous, ou 2 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie en avril 2012, Les femmes et la guerre en octobre 2012, la marche mondiale de 2012. Donc, puis après, vous avez écrit un roman, Samantha à Kinshasa, publié en 2008 aux éditions Le Cri, qui sera réédité à Montréal en février 2015. Donc, votre engagement artistique ajouté au communautaire vous ont permis d'être membre du Conseil des Montréalaises depuis avril 2014. Donc, vos publications, Tombée des nues, Samantha à Kinshasa, qui est un roman, cousu de sang rouge autour du fil blanc du théâtre incliné, et qui est un texte dans une revue de théâtre, Au commencement était la vie, Moi et mon cheveu, et si on te disait indépendant une Africulture, Marie-Louise, bienvenue parmi nous. Alors à ma gauche, Papi Maurice Mbouiti. Il faut dire que les aléas du réel et du virtuel sont extraordinaires, d'autant plus qu'on s'est rencontrés dans l'inauguration et on a pu lubrifier cette rencontre en une rencontre réelle. Il faut dire que c'est quelque chose. Alors permettez-moi de vous présenter. Donc vous êtes né à Kinshasa aussi, vous êtes porteur d'un diplôme en licence et relations internationales. Vous êtes auteur et metteur en scène et directeur artistique. Vous travaillez, collaborez avec plusieurs compagnies. Donc vous avez traversé l'Europe et l'Afrique à travers plusieurs théâtres et festivals, Avignon, Limoges, Paris, quartier d'été. Vous avez dirigé des structures de théâtre donc, à Kinshasa, l'espace culturel des Véjas à Kinshasa, et donc vous êtes assisté au metteur en scène pour Bérénice de Racine, et vous avez fait la mise en scène de Faustin Lignécula, créé en mars 2009 au Studio Théâtre de la Comédie Française. Vous êtes auteur en résidence pendant plus de 4 ans à la Maison des auteurs à Limoges en France. Votre dernière résidence est en date à l'Académie Close Solitude, donc à Stuttgart en Allemagne en 2014. Vous avez écrit du théâtre, des chroniques, de la poésie, des nouvelles, des coups de gueule, des articles, des récits, donc tout ce qui est de l'écrit dans toute sa dimension, qu'elle soit ironique ou qu'elle soit donc dans sa dimension la plus élargie. Hein. Vous êtes membre du collectif Mosiki littéraire, invité à la 6e édition de dramaturgie en dialogue organisé par le CEAD, où vous vivez actuellement à Montréal, vous poursuivez votre carrière, donc vos publications, et si on te disait indépendant en Africulture. Vous avez écrit Billy les Kids, qui est une traduction allemande, publiée aux éditions Afrique Avenir, King Kies, écriture congolaise, dont les livres sont parmi nous, dois-je le rappeler, et Shango, un festin de lettres, qui est un recueil collectif de 8 auteurs francophones, Total All Eyes on Me in Afikada, magazine d'Afro-Design aussi. Vous avez des inédits qui s'en viennent, Tolata, le discours du panier au théâtre 2013, ça a déjà été un auteur à un coca, Les fables de la médiocratie, Ils ont pris ma femme, Mon clavier, correspondance Moyomez. Je souhaite la bienvenue parmi nous, Papi Maurice. Remarquez que je tiens, donc je vous prie, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, moi j'ai tenu à ce qu'on parle d'un certain itinéraire parce que on est dans le cadre des transhumances et donc des écritures. Donc je pense que nous sommes tous des migrants et je pense que l'écriture, on traverse dans notre période, dans notre vie des périodes de migrance où on se trouve parfois dans des pays où on n'est pas né, où notre écriture est parfois façonnée par l'emplacement géographique. D'abord, ma première question, donc vous avez été dans quelques pays, puis vous avez été dans le théâtre. Qu'est-ce qui a motivé ces voyages, donc d'être un peu partout Donc on va passer ce micro. Merci Kamal.
Il faut dire que ces voyages sont d'abord d'ordre professionnel et par le travail m'invitait notamment à traverser le pays, les frontières, aussi beaucoup par curiosité. Je me rappelle, j'ai fait un voyage en Afrique australe et par curiosité, je voulais connaître comment ça se passait en Afrique du Sud parce que après le boom de l'Afrique du Sud, à un moment donné, je voulais découvrir ce qui s'est passé là-bas sur le plan littéraire et sur le plan culturel. Donc je suis allé là-bas pour un voyage de prospection, 15 jours, où je suis allé à Maputo pendant 5 semaines. J'ai travaillé dans un théâtre là-bas. Donc c'est d'abord, je vais dire, de raisons professionnelles, mais aussi une curiosité de vouloir m'enrichir d'autres cultures. Toujours été quelqu'un de très ouvert. Je pense qu'on est toujours incomplet et qu'il y a toujours une part de soi qui se trouve quelque part, dont on est à la recherche, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de la conception théâtrale. On se nourrit toujours. Et je suis enrichi tout à l'heure parce qu'il y a Adama qui nous a dit un truc ici, tout à l'heure là, que l'oreille va à l'école tous les jours. Donc voilà, je trouve ça... Voilà, c'est un peu comment je peux dire. Vous avez raison, il nous a transportés tout à l'heure dans le monde de l'enfance et tout le monde s'est transporté parce que c'est inné. La même question pour vous, Marie-Louise. Donc ces migrants, est-ce que c'est volontaire? Pour ma part, je pense que c'est familial, c'est dans les gènes parce que le Congo, c'est 2 400 quelque chose kilomètres carrés de superficie. Et moi, je suis originaire du centre. Mon père travaillait dans ce qu'on appelle la territoriale. Donc, on bougeait beaucoup. Je suis née complètement à l'est du Congo, là où il y a la guerre et le viol. Et voilà. Donc, le voyage, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et quand j'ai commencé à bouger à l'extérieur, c'était vraiment le travail. Essentiellement le travail, parce que c'est ça que je faisais. Quand j'habitais au Congo et que j'ai fait du journalisme, je me suis orientée vers le journalisme culturel et j'ai travaillé dans le milieu culturel. C'est à Montréal que je me rends compte en fait que j'ai déjà le communautaire en moi, parce qu'on vient des pays où le communautaire est là, on est dans la solidarité, on s'entraide, et c'est là que j'ai trouvé ce travail ici. Mais ça a toujours été artistique parce que je suis une voyageuse dans ma tête, et j'ai toujours voulu ça, partir, découvrir le monde, le reste. Je me dis, tant qu'on est en bonne santé, pourquoi pas. Alors, donc, vos écrits, donc, ils traversent un petit peu les genres littéraires. Et par exemple, Maurice, je vois qu'il n'y a pas juste la nouvelle, mais il y a le théâtre. Pourquoi le théâtre? Est-ce que c'est parce que dans le théâtre, on trouve la manifestation de notre interculturalité? Pourquoi ce genre littéraire? Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Est-ce que vous pensez que c'est un bon porte-parole pour dire son interculturalité? Alors, je pense que ça dépend, mais le choix du théâtre, pour moi, venant d'un pays comme le Congo, où la parole a été confisquée pendant 32 ans, et puis 10 ans encore confisquée, le théâtre reste pour moi le lieu d'expression démocratique qui existe. C'est là où la parole devient acte au théâtre. C'est la parole actée, la parole est dite. Et nous sommes aussi d'une culture, non seulement de l'oralité et de l'écrit, mais aussi de l'action. Et je pense que, effectivement, le théâtre rencontre l'interculturalité, mais ça reste un des modes de communication qui a toujours existé au Congo, en Afrique, qui a toujours existé, notamment lorsqu'on revient la palabre, il y a toujours de mots et de théâtralité. Et je veux dire que, et puis, je suis comédien, je suis metteur en scène, mais je cherche toujours de la théâtralité dans chaque texte. Lorsque je monte une pièce, ça peut être un roman que j'adapte, mais lorsque je trouve une certaine théâtralité, j'aimerais le porter sur le plateau de théâtre, parce que je trouve que là, le texte prend corps et prend vie, il traverse le corps des hommes qui respirent, il quitte seulement le bouquin, le livre, l'imaginaire, mais il y a un moment d'action, parce que le théâtre aussi, c'est le moment de se présenter à l'autre, il y a ce moment d'action. Comme disait celui Laboutan aussi, je fais du théâtre de l'homme vers l'homme. Donc c'est aussi ça, mais qu'Axel retienne toutes les autres formes, je me laisse aller vers toutes les autres formes d'expression. Je ne détermine pas ma forme d'écriture lorsque j'écris.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les écrits m'amènent soit vers un récit, vers une nouvelle, vers un coup de gueule, vers une pièce de théâtre, ou peut-être vers un roman, parce que j'essaye vers un roman. Mais il y a une urgence d'écriture, et cette urgence peut être une parole directe, ou une parole plus légère ou plus évasive. Alors donc j'imagine que l'écriture, c'est toujours du domaine de la friction entre ce qui nous passionne et ce qui nous discrédite ou ce qui nous contredit par rapport au monde et par rapport à l'imaginaire. Comment est-ce que vous définissez le rôle de l'écrivain? Wow. Vous savez, un ami écrivain a dit « Chacun de nous a une raison pour écrire. D'autres écrivent juste pour ne pas être seuls. Moi, j'écris pour laisser des traces, pour témoigner. Certains écrivent pour penser à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, mon écriture, à moi, je pense que d'où je viens, c'est une littérature d'urgence, une littérature de témoignage, une littérature de traces. Et que je ne voudrais pas non plus qu'on donne un rôle spécifique à l'écrivain parce qu'il a déjà, notamment, lorsque les choses ne sont pas nommées, n'existent pas. Lorsque les situations ne sont pas dans une entité, que ça soit écrite, elles disparaissent. Je disais l'autre fois, j'étais à l'École nationale du théâtre, je disais l'autre fois que lorsque il y a tellement d'urgence, par exemple, lorsque la misère vous pousse tellement à la survie, ou une situation pousse à la survie, vous tombez très souvent dans l'amnésie de l'histoire. Et lorsqu'on est dans une situation comme telle-là, il faut même une écriture quotidienne, une écriture de tous les jours. Je suis très curieux lorsque j'arrive ici, par exemple à Montréal, je vois, il y a un journal, le Métro. Tous les jours, on donne des gens, au sortir des journaux. Tous les jours, il y a quelque chose qui s'écrit tous les jours. Et il n'y a pas un seul article qui est répété. Donc il y a quelque chose, c'est hors d'une nécessité. Je pense que le rôle de l'écrivain, c'est aussi ça. C'est être ce témoin de l'histoire, cette composante de l'histoire, mais aussi du futur. Et c'est être dans un rôle distant et actif en même moment. Donc ce rôle actif, c'est un rôle de médiateur. Donc vous ramenez un bon exemple. Nous tous on trouve le matin, donc le journal Métro, c'est une extraordinaire interaction d'idées et d'échanges et d'actualités. C'est comme un message qu'on est en train de te dire, là, de te lancer, comme quoi il ne faudrait pas que tu restes à l'écart du monde. Et ça, c'est une capacité, ou bien c'est une invitation indirecte d'imprégner les gens dans un univers sans même leur volonté. Et ça, c'est un long débat. Je reviens avec vous, Marie-Louise, pour le rôle de l'écrivain. Comment est-ce que vous le percevez et pour qui vous écrivez? Pour qui écrivez-vous? Mais déjà, j'ai bien envie de répondre pourquoi le théâtre. Parce qu'en fait, quand je nous regarde dans la rue, on est tous des acteurs. Autant au Congo qu'ici, tout le monde emporte des masques, on joue un rôle. Ce soir, tout le monde est acteur. Donc ça fait que, pourquoi ne pas le dire juste à haute voix, ce que les gens sont, ce que les gens vivent, pourquoi ne pas le dire à haute voix? Donc un peu comme Papy, moi j'aime l'appeler Papy. Et ce soir, parce qu'on est dans l'artistique, j'accepte qu'on m'appelle Bibiche. Okay. À mon travail, non. Si vous venez me voir au White des femmes et vous dites Bibiche, je me fâcherai. Là-bas, je suis Marie-Louise, mais dans l'artistique, voilà. C'est ça. Et le théâtre, je pense, c'est parce que on est tous dans le mouvement. On est tous dans... On a des choses à dire et on a des choses à cacher. Le plus intéressant, pour moi, en tant qu'auteur, c'est surtout les choses qu'on cache. Et le rôle de l'écrivain, je dirais que c'est, moi personnellement, avant de répondre à cette question, je dirais pour qui j'écris. Et dans mes écrits, en fait, j'écris pour l'absent. J'écris à mon père, quelqu'un qui est parti trop vite. J'aurais vraiment voulu qu'il voie mes ouvrages, qu'il voie ce que je suis devenue aujourd'hui. Puis malheureusement, ça n'a pas été possible parce que il s'en est allé trop tôt, selon moi. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'auteur, je dis que j'écris à mon père et je lui raconte, en fait, tout ce qu'il n'a pas vécu. Je lui raconte que le Congo est dirigé par quelqu'un, qu'il y a la guerre à l'est de ce Congo-là, qu'aujourd'hui, je réside à Montréal.
Excellent. Je vais vous appeler Bibiche. D'accord. Mais ça me rappelle ma sœur, parce que ma sœur au Maroc, c'est Bouchra. Et parfois, si elle veut être gâtée par mes parents, on peut l'appeler aussi Bibiche. Justement, ça vient de mon père, Bibiche, et ce soir, on est entre nous. On est en train de fraterniser. Excellent. Parfait. Donc au niveau de King Kies, parlez-nous de ça, de ce livre. Alors, l'ouvrage King Kies, c'est un magnifique enfant qu'on aime beaucoup. On a été même, vous verrez, on a été même à mettre nos photos sur la couverture. En fait, c'est un projet qui est parti d'un pont littéraire qu'on a commencé. En fait, on a eu, il y a 3 auteurs, il y a Marie-Louise Buichmombou, il y a Fiston Nasser Mwanza, qui est à Graz, et il y a moi, qui, depuis je suis ici aussi à Montréal. Nous avons commencé à correspondre, à écrire. On a fait des ateliers d'écriture ensemble, on se retrouvait chaque samedi pour faire ce qu'on appelait les écritures quinoises. Mais après, on a voulu étendre ça. Alors, lorsque Fiston est allé le premier à Graz, Bibiche est arrivé ici, et moi, je continue à faire le tour entre l'Afrique, mais j'étais à Kinshasa. Toujours dans la vie de se rencontrer des choses qui se passent, on a mis ensemble ce pont littéraire qui a duré 2 ans. Et 2 ans, on s'écrivait via le site Africulture, 15 thèmes, dont on a produit 45 textes. Donc, on a fait une première étape d'édition, de parution sur Internet, qui a été lue. Puis une deuxième étape, c'est les installations littéraires, c'est-à-dire les performances littéraires dont on a fait à Kinshasa, à Limoges, à Avignon, puis à Montréal aussi. Mais il ne suffisait pas. On voulait avoir le livre, donc King Kies, dans cet ouvrage. King Kies, parce que nous sommes de Kinshasa, Kies c'est la joie, mais c'est aussi une sorte de métaphore à continuer à garder la tête, à continuer à rester debout, à rester là dans cette joie de vivre. Donc peut-être que je peux ajouter d'autres choses autour de ce bouquin. 8e son, plusieurs miroirs sur le plateau, 2 femmes se mirent. Je ne supporte pas la nudité, n'importe laquelle, même pas la mienne. Que cela ne vous étonne pas. C'est la question que vous posez en ce moment même. Mais rassurez-vous, je me lave avec mes dessous. Je me rappelle de ma première crise de tension. J'avais 15 ans. J'ai failli mourir. Parce que j'avais vu un garçon en slip. Oui, en petite culotte. Mon Dieu. Pour moi, le gars était nu. Quelle horreur. Moi, j'aime couvrir mon corps. Bien le vêtir et bien l'habiller. Cela permet de mettre mon petit corps en valeur. Bien qu'il y a certaines parties de mon corps que je n'aime pas beaucoup. Mes bras, par exemple, je ne les aime pas. Je ne les trouve pas assez charnus. Mais par contre, j'adore mes arrières. Et ne me demandez pas pourquoi. À 12 ans déjà, ma mère m'a offert mon premier pagne. Un super wax de couleur rouge, l'Indiamotani, Tangawis qui s'appelait, suite au motif de fleurs qui s'y trouvaient et qui rappelaient les racines des gingembre. Ces femmes vendeuses de pagnes de Mama Yalomé ou de mère 100 kilos sont tout simplement géniales. Elles trouvent toujours des noms et des sobriquets à donner à leurs marchandises. King George, Mon mari est capable, Oumangana Top, Maki Maki, Moisi Zoba et tant d'autres. Cela dépend aussi très souvent des chansons en vogue au moment des sorties de ces différents motifs de pagne. Mon mari est capable, par exemple, célèbre pagne à défier les rivales, a été popularisé par la belle mélodie du tout-puissant hockey jazz du grand maître Franco. Entrent sur la scène 2 hommes habillés en abacos. Ils rejoignent les 2 femmes sur scène, ils forment 2 couples et dansent sur le rythme d'une musique de hockey jazz. Puis ensuite défiler en pagne. Moi, je suis une experte en nouage de pagne. Pour moi, s'habiller en pagne est un retour aux sources, un recours à l'authenticité, une révisitation de la belle mode de la maman zaïroise et congolaise de l'époque. S'habiller en pagne, pour moi, c'est cela, s'habiller. Avec mon premier pagne, j'étais trop belle. Ma mère avait réussi à me faire un joli haut rouge qui allait si bien avec mon pagne Tangawis. C'était un dimanche, je me rendais à l'église Saint-Cyprien. Je me souviens encore de ce jour-là comme si c'était hier. Ces matins-là, mon père notait comme d'habitude le dernier discours
du président maréchal Mobutu. Je ne sais pas pourquoi, mais mon père faisait le script de tous ses discours. Depuis, j'ai commencé à aimer le personnage moi aussi. J'en suis presque tombée amoureuse, au point de le confondre à un membre de ma famille, au point de confondre sa personne et le pays, au point de l'assimiler à la nation zaïroise. En fait, n'était-il pas réellement le pays incarné? Les partis États. L'État, c'était lui. L'État s'habillait en abacos cousu en pagne, mettait un foulard de cou et une écharpe assortie malgré nos grosses chaleurs tropicales. Fidélité au guide, au guide. Pouvoir au peuple, au peuple. Chantions-nous à l'école pendant l'assemblée de pionniers. Mon œil, ouais. Je devais mettre ce pagne, sinon c'était la baffe. C'était la loi partout, sauf nulle part. Pour toute femme, c'était pagne, pagne et encore pagne. Nous étions tous membres du parti État dès les seins de nos mères. Ce qui veut dire que nous portions déjà ces pagnes et foulards aux couleurs du parti, même dans les démêlés de nos maternelles matrices. Il fallait se taire et exécuter ce tout. Papa, moi je veux devenir journaliste. Ta gueule. C'est un travail de femme facile. Mais papa, ta gueule. Maman, je veux devenir musicienne. Ta gueule. Voilà un métier de pute. Les putes aussi ont un métier. La ferme. Va t'agenouiller au coin de la chambre. Tu es privé de bouffe et de sortie pendant une semaine. Ça t'apprendra à vouloir contredire l'autorité en exprimant tes envies propres. Mais maman, ça t'apprendra à vouloir mettre autre chose que le pagne de la nation et la barrose du parti. Mais papa, ça t'apprendra à réfléchir autrement que la doctrine du mobutisme. Mais maman, ça t'apprendra à contredire la parole de ton père. Rappelle-toi les discours que j'ai écrits hier. Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Partibo, Moko, Mokondibo, Moko. Alors, tu veux devenir musicienne pour t'habiller comme tu veux, c'est ça? Pour réfléchir comme tu veux? Pour parler comme tu veux? Et pour penser comme tu veux? Pour écrire ce que tu veux, c'est ça? Il n'y a qu'un seul maître à penser. C'est celui du pagne et de la bacose. Toi, tu n'as qu'à t'habiller, c'est tout. Musicienne et journaliste pour commencer à fouiller dans la gestion des choses publiques. Mais papa, ta gueule! Quoi? Tu veux pousser loin tes études, c'est ça? Nègre. Tu ne pourras porter un pantalon comme ton maître colon. Ton habit, c'est le pantalon coupé. Le coupé. Coupé et encore coupé. Coupé comme les mains de ces fainéants incapables de rapporter la quantité exigée de caoutchouc pour permettre au roi, notre roi de Belge, d'engranger l'industrie pneumatique et développer notre métropole. Coupé comme les études supérieures n'est pas suivre, sinon tu deviendras comme le maître blanc. Regarde-moi ça. Tu veux devenir journaliste et t'habiller n'importe comment, c'est ça? Au lit. Sinon je te fous au bloc pour lèse-majesté, outrage au chef, ou encore pour tenir non conforme à la République, aux idéaux du parti et de ma maison. Merci. Un drôle de silence s'est installé chez Africa Rasta. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je viens de rater un épisode du match qui se joue là sous mes yeux. La fille, saison des pluies, a fait revenir sa Jeep 4x4 vers Olive. C'est réellement un militaire, gradé en plus, ma parole. Le match se resserre. Que va faire la Miss Hiver? Suivons attentivement. Ça vaut le coup d'oublier 2 secondes mon ex-future belle-mère. Waouh! La Made in America vient de composer un numéro sur son téléphone portable. Ce n'est pas du n'importe quoi, on dirait, ce téléphone. C'est ce qu'on fait de mieux au pays de l'oncle Sam. Yeah. No, they don't finish. Can you come, please? We're something to eat. Chut, silence. Je ne sais pas trop ce qui se trame, mais je crois qu'il faut attendre un peu. Il va se passer quelque chose là. Tout le monde retient son souffle. Que ce soit celles qui se font défriser les cheveux, ou celles qui se font tisser, ou celles qui se font défaire les anciennes tresses, ou même les accompagnatrices. Tout le monde attend en silence. Brusquement, ring, ring, un téléphone sonne. Tous les regards ont l'air de demander à qui il appartient ce téléphone. Ne peut-on pas l'éteindre? Ne voit-on pas que l'heure est grave? La concernée décroche, dit vite fait quelques phrases inaudibles et raccroche. Comme la pub entre 2 parties d'un long métrage captivant. Le souffle coupé, on attend. Saison des pluies réunit son staff autour de son militaire haut gradé. Elle a fait acheter de la bière, des brochettes et de la portière ouverte du 4x4 vers Olive. On écoute le nouvel opus de Werason.
Des passants étonnés s'arrêtent pour comprendre. D'autres énervés filent à grande vitesse. Des gamins qui ont tout compris font des pirouettes, quémandent, dansent surtout, beaucoup, et réussissent à partir soit avec une longue brochette, soit avec un grand billet de banque monnaie locale. Pendant ce temps, le staff hiver rigole pour rien. Pour énerver le staff, saison des pluies, passant des coups de fil à droite, à gauche. Enfin, ça bouge du côté de l'entrée de l'avenue. Ça y est, il va vraiment se passer quelque chose. Deux grosses Hammer, la voiture américaine, stationnent là, une bleue et une blanche. Vu que c'est des voitures américaines, ça ne peut être que pour Miss Hiver, je parie. Ces voitures balancent de la musique américaine et on lui a ramené des hamburgers, des shawarma, des sandwichs. C'est trop rigolo cette partie. Et ce n'est plus intéressant pour le moment. Sifflet, mi-temps. Et donc, je me replonge dans ma love story. Fuelo est de l'ouest et moi du nord. Mais ça ne nous avait jamais empêché de danser au même rythme, de rire des mêmes blagues, d'avoir de super conversations et une parfaite entente. 3 ans durant. Ça ne nous avait jamais collé à la peau de penser tribu, région, origine. Et même quand la vieille a débarqué, sa mère, je la visitais régulièrement, je parle couramment leur langue et j'ai appris à l'internat. Et quand on s'est mis ensemble, je me suis perfectionnée. Et donc, ça n'a jamais été un problème, les origines. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quand même assez incroyable que des jeunes, nés en plein XXe siècle, soient aussi rétro. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas parler la même langue? Venir d'endroits différents, pour moi, c'est une richesse. On mange diversifié, on parle plus d'une langue, on connaît plusieurs cultures, on évite les maladies endémiques, on est riche, c'est clair. La mondialisation dans toute son étendue. Qu'est-ce qu'il a osé dire? Où est-ce que j'ai foutu sa lettre faite? Ma chérie. C'est ça, je l'ai trouvé. Ma chérie. Ce n'est pas ce que tu crois, et ça n'a rien à voir avec elle, la petite. Elle est aussi différente de toi qu'on peut l'être. Elle mesure presque 25 cm de plus que toi et pèse 10 kg de moins. Elle est moins âgée aussi, elle est de chez moi, l'Ouest. Elle s'extasie avec des petits cris devant les monuments et les fleurs. Elle a besoin qu'on l'aide à descendre d'une voiture ou à monter un escalier. Elle ne doit pas savoir combien coûte un pain. Ses cheveux sont naturels. Elle sait jouer de la musique, du piano. Mais je te répète, ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste que maman a toujours été attachée aux traditions, c'est vrai. Et le fait que tu sois du Nord n'arrange pas vraiment les choses. Mais ce n'est pas moi, tu comprends, c'est ma mère. Si ça ne dépendait que de moi, on resterait ensemble. Mais maman, depuis la mort de mon père, est le chef de famille et je ne peux pas faire autrement. Elle trouve aussi que tu ne t'habilles pas toujours décemment. Et tes coiffures, n'en parlons pas. On dirait une sirène. Moi, je n'ai vraiment rien à voir dans cette histoire. Il faut que tu me crois. Même pas envie de continuer la lecture. Et ça s'appelle Un homme. Je crois que dans l'affaire, c'est moi la plus vénale. J'aurais épousé un gamin toujours prêt à courir dans les jupes de sa maman. Quelle tristesse. Il m'a fallu 3 ans et une rupture pour que l'homme de ma vie me dise que je m'habille comme une pute et me coiffe pareil. Imbécile, famille de nazis, bande de profiteurs, immondes hypocrites. Tu veux rajouter quelque chose? D'accord. Ben, pas grand-chose, sinon que oui, le prochain projet du collectif, c'est Port-au-Prince. Pour le moment, nous sommes focalisés sur l'Haïti, cette île qui est aussi lointaine, mais en même temps si proche. Et, il y a une histoire, il y a quelque chose à voir et à découvrir avec l'Haïti. Concernant l'écriture, pour le moment, je suis en train d'écrire un récit qui s'appelle Un palmier sous la neige. Et donc, j'espère qu'on va arriver à pondre quelque chose. J'essaie de lire le dernier texte, fait partie un peu de ce texte-là. Et bien sûr, il y a d'autres projets de rencontres théâtrales. Et puisqu'on est dans cette phase d'installation, il y a des animations pédagogiques qui se font en tant que metteur en scène et auteur, et avec le Centre national du théâtre du Canada, avec Denise Guilbeault. Il y a des choses qui se font et d'autres lectures qui sont prévues avec un autre
auteur qui est d'origine camerounaise, qui est ici Vanambois. Il y a d'autres choses qui se feront. Donc, pour le moment, on va dire qu'on en est là, mais pour le collectif Moziki, et il y a aussi d'autres performances, parce que le collectif Moziki a des performances littéraires, c'est aller faire des tournées littéraires. Donc c'est prévu de faire des tournées littéraires dans les villes de Kinshasa, dans la ville du Congo, Bukavu et Nebibi, Lubumbashi et Fiston, Kinshasa, ma ville, mais aussi la Belgique. On a un rapport avec la Belgique, notamment la colonisation. Et bien sûr, certainement qu'on fera aussi un projet de tournées littéraires dans les écoles ici à Montréal et au Canada. Mais c'est encore en construction. Donc au moment venu, toutes les informations seront transmises à e-passerelle. Je suis sociologue et puis je suis féministe, donc je suis un peu déformée avec le partage, les hiérarchies spatiales, l'oppression, le partage du pouvoir. Je voulais vous poser la question par rapport à cette violence spatiale qui existe dans nos librairies. Le fait que les littératures, qu'il y ait une hiérarchie entre les littératures et qu'il y ait dans un petit coin une section littérature étrangère au lieu d'une fusion de plusieurs écrits, comme on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'auteur, auteur tout court? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la question? Qu'est-ce que vous pensez d'un certain militantisme à ce qu'il y ait une inégalité d'écrits? Puis je peux même faire une parallèle avec le cinéma, aussi on a le festival du cinéma Black. Pourquoi ne pas avoir forcément aussi, on est dans une société où il pourra avoir une diversité de films, une diversité artistique. Donc voilà, c'est ça, ça m'a fait penser un peu tout à l'heure, ce que vous disiez, ça m'a fait penser à ça. Et puis j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a des alternatives, des façons de faire en sorte qu'il y ait une répartition égalitaire au niveau même du spatial, pour ne parler que de ça. Je pense qu'il y a aussi, par rapport à la question de Madame, il y a la sensibilité littéraire que les éditeurs, je vais dire, flanquent à la face des auteurs. Mais moi, ça me rappelle une histoire. Je me plais de la raconter à chaque fois. Je ne sais pas, je vais passer par quoi à chaque fois que je la raconte. Je me rappelle à mon premier recueil. C'est un éditeur québécois qui se trouve à Lévis. Il a édité mon premier recueil, le contrat est signé et tout. Puis après, on est arrivé à la question clé. Vous allez mettre mon livre où? Moi, j'ai dit, écoute, moi, je me considère, mettons un auteur néo-québécois d'origine marocaine, mettons-le dans la littérature québécoise et dans la poésie. Est-ce que je ne figure pas dans cette case? Non, on va peut-être le mettre dans la littérature du monde, littérature francophone. Mais je dis, regarde, oui, si on considère ça par rapport à l'emplacement géographique, je pourrais me considérer, après quelques années passées ici, comme un néo-québécois d'origine marocaine. Et si, donc, dans ce cas, je suis considéré comme néo-québécois, je fais partie de la sphère à l'intérieur du Québec, de la francophonie québécoise, je suis supposé. En tout cas, on a donc discuté très longuement de ça et finalement il a fini par le mettre dans la littérature québécoise et ça a été vendu à renommer, mais ça a été épuisé très vite. Bon, en tout cas, cette histoire, je me plais à la répéter à chaque fois qu'on aborde cette question, mais justement, le fruit du labeur et le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes est très important. Je pense qu'on ne pourrait pas prendre toujours l'exemple de Daniela Ferrière, qui est arrivé à l'Académie. Non, il y a un cheminement, il faut qu'on continue de travailler. Et on figure à l'intérieur de cette sphère, et puis il y a un cheminement à faire, et tout cheminement, il y a un résultat. Mon nom est Marie-Louise Montbourg, j'étais parmi les auteurs invités, et vraiment j'ai passé une très belle soirée. Il y a eu un bel échange, et il y a beaucoup de choses qui se passent des fois dans la qualité, pas nécessairement dans la quantité. C'était très intime, et pour les textes, c'était très bien aussi à lire, parce que j'ai eu l'impression que le public était vraiment attentif et puis écouté. Donc la soirée a été vraiment très bien, ça a été organisé par e-passerelle, et on s'est en fait retrouvés dans une... on a réussi à faire une sauce assez incroyable dans le Québec. On a fait une poutine extraordinaire où il y avait des ingrédients de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne et aussi du public, des gens du Québec, de cette Afrique-là qui s'est installée dans ce Québec-ci. Et ça a vraiment été extraordinaire et très
invite à recommencer l'expérience. Si j'avais une autre question à vous poser, c'est que généralement, lors de soirées, on va dire littéraires ou de poésie, on voit les gens partager de la poésie, mais aujourd'hui, il y a comme une initiative de partager des écrits, on va dire de la prose. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Mais moi, je suis contente de cette ouverture-là, parce qu'en tant qu'auteur qui fait pas que de la poésie, mais qui fait autre chose, j'ai trouvé un espace et ça a permis que ce que je fais puisse être entendu, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Papy Maurice Mbouti, je suis auteur, comédien, metteur en scène. J'ai beaucoup aimé la soirée d'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être invités. Nous, c'est le collectif Musique littéraire. C'est 3 auteurs d'origine congolaise, Marie-Lise Mbichimou, fils de Nasser Mouanda, et Papy Maurice Mbouti, pour parler sur le thème de culture et transhumance. Une soirée très enrichissante et très laborieuse, il faut le dire aussi, et un auditoire très présent. Vraiment, je pars très enrichi. Et si cette expérience était à refaire, qu'est-ce que vous pensez? C'est avec plaisir que je référais cette expérience, parce que c'est toujours beau de parler de ces belles choses, des belles lettres, des belles idées, parler littérature et parler justement l'interculturalité, parce que c'est plusieurs cultures, c'est le brassage des cultures, c'est un enrichissement, c'est l'humanité, c'est la beauté même de la vie. Merci beaucoup. Je suis avec M. Mohamed Sdaïri, puis un des organisateurs de la soirée d'aujourd'hui. Puis si vous pouvez nous dire vos impressions de la soirée d'aujourd'hui dans la maison d'Afrique. J'ai beaucoup adoré la soirée. Les choses sont vraiment très enrichissantes. On a vraiment ce soir la présence du public qui a beaucoup adoré les échanges et la présence des écrivains. Alors, bonsoir chers auditeurs, aux téléspectateurs, bienvenue donc à Ipascal, une autre soirée à la Maison Africa. Et comment ça s'est déroulé la soirée d'aujourd'hui, Kamal? Écoute, c'est une soirée extrêmement intense avec ses émotions, ses questions, son interaction, ses écritures, ses partages d'écriture, écriture et transhumance, c'est ça le thème. On a eu un collectif qui nous vient du Congo, que moi je viens de découvrir, que je viens d'apprécier, les lectures, le collectif musique littéraire. Et puis surtout, donc, comme vous avez vu, on a essayé de ponctuer ça avec des gammes et des notes musicales qui nous viennent donc d'Afrique, surtout à la fin. Et donc surtout aussi de pouvoir, on a essayé aussi d'apprécier les textes, de parler d'identité, de parler de transhumance, comme en tant qu'auteur, en tant que médiateur néo-québécois issu de toutes les origines. Donc toujours ça dans le cadre des 1001 soirées littéraires. Donc dans le cadre de cette deuxième soirée, donc on a essayé de mettre l'accent sur ces écritures qui nous viennent d'ailleurs, surtout à travers un collectif. Je ne vais pas dire qu'il fait partie de la relève, mais un collectif extrêmement actif. Nous sommes dans le théâtre. Et donc, cette fois, nous sommes carrément dans l'esprit des 1001 soirées littéraires, qui est la diversité littéraire et culturelle qu'on a essayé de mettre en accent pour cette soirée. Mais si on faisait une deuxième question, une petite comparaison entre la soirée passée et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Oui, la première soirée d'inauguration, on a parlé de littérature québécoise et interculturalité. On avait un professeur, on parlait d'interculturalité, on a partagé des textes. Je ne voudrais pas faire des nuances, mais on est vraiment satisfait. On a un retour pour ce qui est du partage des textes. On a un retour pour ce qui est de l'interculturalité. Et ce retour, nous, on essaie juste de le projeter dans notre désir de pouvoir servir la littérature et servir le livre pour qu'il soit au centre. Nous sommes complètement bénévoles. Nous faisons ça par passion et par amour. Point barre. Donc, c'était un plaisir pour nous ce soir d'avoir été à Centrafrica et que la rencontre a été aussi, donc, je veux dire, ponctuée par la présence du grand champion bénévole, donc, qui va s'occuper de ramener des livres en Côte d'Ivoire, donc à la bibliothèque Trécheville, à travers notre ami Karan Sidney. Je te remercie, Hakim, d'être toujours présent, merveilleux bénévole de la culture aussi. Alors écoute, c'est ça, c'était la deuxième soirée. La troisième, ça va être éventuellement à Maison d'Haïti et ses convives. Et puis bonne chance donc pour la caravane culturelle. Merci beaucoup, Hakim. Bonne soirée. Bonne soirée.